Samedi 25 avril vers 7 heures. Bran Philippe, spécialiste du suivi du terrorisme au Sahel, a publié sur X en me citant ici. De violents échanges de tirs et des explosions ont retenti près de la principale base militaire à Kati, près de Bamako, la capitale du Mali, et à Sano, au sud de la capitale, ce matin. Fin de citation. En quelques minutes, les vannes étaient entr'ouvertes et des observateurs du Sahel, dont Cassius Belli, confirmaient une attaque terroriste majeure dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui compte environ 26 millions d'habitants et qui est dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de 2021. Des vidéos ont vite circulé, montrant les terroristes attaquant le gouvernement malien et leurs alliés du corps Africa russe, qui a remplacé le groupe Wagner d'Yevgueni Prigojine après sa mort. Une vidéo partagée par Philippe semble montrer un terroriste tirant avec une mitrailleuse lourde depuis l'arrière d'un pick-up sur une position militaire. Dans une autre vidéo, les terroristes semblèrent contrôler au moins 2 véhicules blindés protégés contre les mines et les embuscades, habituellement utilisés par les forces gouvernementales pour se déplacer en terrain hostile malgré les engins explosifs en bord de route et les embuscades. Le fait que les terroristes s'en soient emparés montrait que les forces maliennes avaient été dépassées à certains endroits. Plus nous découvrions l'attaque, plus il était clair que ce n'était pas une attaque terroriste ordinaire. Peut-être assistions-nous en direct à la chute d'une nation africaine aux mains d'un groupe terroriste. Les attaques. Avant de commencer, précisons qu'à l'enregistrement mardi matin, la situation au Mali reste instable, avec des combats dans certaines zones. Donc ce passage reflète la situation sur le terrain telle que nous la comprenons au moment où le bouton d'enregistrement a été pressé, il y a 45 secondes. Comme souvent lors de la couverture d'événements réels, la situation pourrait avoir beaucoup changé ou non au moment de la diffusion de cette vidéo. Comme je le dis tout souvent, nous travaillons à réparer notre boule de cristal, mais pour l'instant nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Ceci dit, évoquons l'attaque qui a profondément bouleversé le Mali. Aux premières heures de samedi matin, des habitants ont signalé avoir entendu 2 fortes explosions et des tirs nourris à Kati, la principale base militaire du pays, située à environ 15 km au nord de la capitale et où Assimi Goïta, le général au pouvoir au Mali, possède sa résidence privée. Dans la même heure, des coups de feu éclatent près de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, puis à Gao au nord, ensuite à Savaré au centre, puis à Kidal également au nord, puis à Mopti, puis à Balam. Tu te rappelles au Burkina Faso quand des gars dans plusieurs prisons ont été tués simultanément? C'est ce qui s'est passé au Mali ce week-end. Chaque région du pays a été touchée plus ou moins au même moment. À Bamako, des témoins ont affirmé à Al Jazeera que des mercenaires russes combattaient près de l'aéroport où ils ont un quartier général. À Kati, des habitants ont indiqué à la presse que la maison du ministre de la Défense, le général Sardio Camara, avait été visée puis détruite dans une forte explosion. À Kadal, des vidéos vérifiées par Al Jazeera montraient des hommes armés entrant dans le camp national de la jeunesse, tandis qu'un porte-parole d'un groupe terroriste affirmait que des combattants avaient pris position à Kadal et à Gao. À Savar, un responsable local a décrit la situation avec un admirable euphémisme comme étant confuse, des coups de feu étant encore audibles dimanche alors que le gouvernement et les militants tentaient tous deux de prendre le contrôle de la ville. Les attaques terroristes ne sont pas rares au Mali. Il est situé dans la région du Sahel en Afrique qui, selon l'indice mondial du terrorisme de cette année, est resté l'épicentre de l'activité terroriste dans le monde et a représenté plus de la moitié de tous les décès liés au terrorisme en 2025. Aussi malheureux que cela paraisse, la fréquence des attaques terroristes au Sahel n'attire guère l'attention internationale. Ce qui a rendu l'attaque du week-end remarquable, ce n'est pas qu'elle ait eu lieu, mais l'ampleur qu'elle a prise. Des attaques terroristes coordonnées à cette échelle dans plusieurs villes sont très rares. Comme l'a noté Eni Anzabia, analyste principal chez Acled, spécialisé en Afrique de l'Ouest, il s'agissait de l'offensive terroriste la plus coordonnée au Mali de ces dernières années. Quand un seul groupe insurgé attaque un seul endroit, l'armée réagit souvent vite pour forcer les militants à battre en retraite. Attaquer plusieurs endroits en même temps dans un pays plus de 2 fois plus grand que la France oblige le gouvernement à diviser sa riposte dans plusieurs directions, créant ainsi le chaos que nous avons observé ce week-end. Si cette stratégie n'est pas plus fréquente malgré son succès, c'est surtout par manque de ressources, la plupart des groupes terroristes manquant de personnel pour l'appliquer. Une autre raison pour laquelle l'attaque s'est démarquée, selon Nazabia, ce sont les cibles qui ont été choisies. Nassabia a écrit que Kati et Bamako sont le cœur du régime, ce qui rend toute avancée militante dans ces villes particulièrement significative. Les villes visées dans le nord, Gao et Kidal, sont également importantes. Gao sert de principal centre opérationnel pour l'armée malienne dans le nord, tandis que Kadal est un ancien bastion rebelle repris par les forces maliennes et leurs partenaires russes à la fin de 2023.
Elle a été au cœur du récit du régime sur la reprise du contrôle territorial. La chute de Kadal irait à l'encontre du récit que le gouvernement racontait, à savoir que tout allait bien depuis qu'ils ont expulsé les Français et invité les Russes. Chaque attaque a une signification symbolique, mais ensemble elles montrent que les terroristes tentaient tôt de remettre en cause l'autorité de l'État sur le pays. En gros, les terroristes disent « Regardez-nous, c'est nous les chefs maintenant », et on ne peut pas nier le succès de ce message, surtout parce qu'ils ont réussi à tuer le ministre de la Défense du pays. Selon un porte-parole du gouvernement malien, un véhicule, je cite, chargé d'explosifs et conduit par un kamikaze, avait pris pour cible la résidence du général Camara. Après la première explosion, Kumara a affronté les militants lors d'une fusillade et a été mortellement blessé. Une de ses épouses et 2 petits-enfants ont aussi péri dans l'attaque. Selon le New York Times, les militants visaient aussi le chef de la junte, le général Assimi Goïta, qui n'a pas été vu en public depuis l'attaque. Bien qu'on ne sache pas s'il a été blessé ou tué, le fait qu'il ne se soit pas encore adressé au pays est révélateur. S'il n'avait pas été blessé et que ses gardes avaient repoussé l'attaque, il aurait sans doute pris la parole pour rallier les troupes. Nous n'affirmons pas qu'il est définitivement mort. Selon le New York Times, un porte-parole a présenté ses condoléances au nom du général Goïta, ce qui suggère qu'il est toujours en vie, mais nous disons que ce silence est étonnamment peu conforme à ses habitudes. Les attaques contre 2 hauts responsables invisibles montrent une tentative sérieuse de défier l'autorité de l'État et soulèvent de graves questions sur la survie du régime ou la prise du pays par les terroristes. Avant de répondre, il faut aborder les sujets tabous. Dans cette vidéo, nous avons utilisé des termes génériques comme terroristes, insurgés ou attaquants pour désigner les assaillants. Ce n'est pas une malédiction façon Voldemort qui nous empêche de dire leur nom, mais nous voulions juste vous mettre vite dans le contexte. Présentons maintenant les assaillants, car leur identité explique aussi pourquoi les événements du week-end ont choqué le monde. Mais avant de passer à l'identité choquante de ces groupes, un petit mot rapide sur notre dernière initiative. Front.co est notre nouveau site d'abonnement pour ceux qui veulent approfondir ce type d'histoire. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives et au moins 2 articles d'experts sur des conflits méconnus et les grandes histoires qui façonnent notre monde. Nous testons aussi des podcasts exclusifs, dont un briefing hebdomadaire de 90 minutes sur le Moyen-Orient et une mise à jour vidéo hebdomadaire sur les conflits négligés. En gros, c'est une version condensée de la situation Room pour tous les fans de longue date. Bonjour et merci. L'abonnement ne coûte que 5 $ par mois ou 50 $ par an. C'est fronce.co. Allez voir si vous voulez plus de profondeur. Et maintenant, passons à l'identité des assaillants du Mali. Les assaillants. D'après tous les rapports, les attaques ont été menées par 2 groupes agissant de concert, ce qui est en soi extrêmement rare. Le premier est Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, connu sous l'acronyme, heureusement, de JANIM, un groupe formé en mars 2017 après la fusion de 4 factions salafistes djihadistes distinctes opérant à travers le Sahel. La chose la plus importante à savoir sur JANIM, c'est que c'est une organisation affiliée à Al-Qaïda. Son chef, l'émir Ilad Ag Ghali, a prêté allégeance à la direction d'Al-Qaïda lors de la formation de JANIM. Depuis, JANIM est devenue la filiale africaine la plus importante d'Al-Qaïda après Al-Shabaab en Somalie et s'est discrètement étendue du Mali vers d'autres pays de la région, notamment le Burkina Faso et le Niger. Il est également important de noter qu'Iladar Ghali est un Touareg du clan Ifagas, souvent décrit comme faisant partie de l'aristocratie au sein de la hiérarchie ethnique Touareg. Il a mené plusieurs rébellions Touareg dans les années 1990 et 2000 avant de devenir un chef islamiste militant de premier plan. Ceci est important à cause du deuxième groupe impliqué dans l'attaque du week-end, le Front de libération de l'Azawad, ou FLA. Créé officiellement en 2024 après la fusion de plusieurs groupes Touareg, le FLA est un mouvement séparatiste dans le nord du Mali qui cherche à obtenir l'indépendance du territoire de l'Azawad. Contrairement à JANIM, le FLA est un mouvement ethno-nationaliste non djihadiste. Ces 2 groupes semblent donc très différents. L'un est une branche d'Al-Qaïda poursuivant un projet politico-religieux, tandis que l'autre est un mouvement séparatiste ethno-nationaliste. Ils se sont déjà affrontés activement par le passé, y compris lors de combats directs aussi récemment qu'en 2024. Et pourtant, samedi, ils ont travaillé ensemble pour coordonner l'une des attaques les plus complexes sur le plan opérationnel que le Mali ait jamais connue. Selon Wassim Nasser, chercheur au centre Solfin spécialisé dans les mouvements djihadistes, les 2 groupes ont officialisé une alliance en 2025. Dans le cadre de cet accord, le FLA a accepté l'application de la charia dans les territoires qu'ils contrôlent conjointement, et l'expertise militaire est partagée entre les 2 parties.
Lorsque des villes sont prises, le FLA administre les centres urbains et les djihadistes contrôlent les zones rurales. Il s'agit d'un arrangement pragmatique qui existe principalement parce que les deux groupes ont un ennemi commun, la junte malienne et ses soutiens russes. La NASA a déclaré à France 24 que les attaques coordonnées de samedi marquent la première fois que nous voyons réellement les termes de l'accord mis en pratique. Même si ces deux groupes étaient les principaux impliqués dans les attaques coordonnées, d'autres groupes armés étaient aussi actifs ce week-end. La province du Sahel de l'État islamique n'a pas participé à l'offensive conjointe initiale et à ce jour, rien n'indique qu'elle se soit coordonnée avec l'un ou l'autre de ces deux groupes. En fait, l'État islamique du Sahel et Janim sont des rivaux directs, avec un historique d'affrontements et de défection des deux côtés. Cependant, il semble que l'État islamique du Sahel ait profité du chaos créé pendant le week-end pour lancer ses propres attaques. Des comptes affiliés ont publié sur X que le groupe avait commencé à attaquer les positions de l'armée malienne et du corps africain à Labazenga et Tacite, dans le nord du Mali, et ont affirmé avoir pris le contrôle des deux camps. Brand Philippe, spécialiste du suivi des conflits, a confirmé visuellement la présence de l'État islamique du Sahel contrôlant Labazenga, à la frontière Mali-Niger. Par ailleurs, des rapports indiquent que des roquettes ont été lancées contre des positions militaires à Manaka. Des militants de l'État islamique auraient pris position autour de la ville. Jusqu'ici, nous avons surtout montré l'armée malienne en difficulté et les insurgés à l'offensive. Et ce n'est pas parce que nous sommes des djihadistes secrets qui adorent soutenir les insurgés islamistes, mais parce que pendant la majeure partie du week-end, ce qui se passait, c'était que l'armée se faisait littéralement écraser. Les insurgés étaient en pleine ascension parce qu'ils ont réussi à surprendre les forces gouvernementales et à diviser leur attention. Cependant, Bourmarco a riposté. Des drones et hélicoptères de l'armée de l'air malienne ont survolé les zones touchées, menant des frappes aériennes dans la zone du Gourma, de Gao et ailleurs. Des opérations de ratissage ont été menées toute la nuit à Bamako, Karti et Sano, et un couvre-feu de 72 heures a été imposé dans la capitale. Nous ne savons vraiment pas si tout cela sera suffisant. Ce que nous savons, c'est que le gouvernement riposte et que le peuple malien se terre chez lui, craignant pour sa vie. En mettant de côté les attaques, discutons aussi de la façon dont une attaque coordonnée de cette ampleur a pu être possible. Les échecs de Bourmarco. Une attaque coordonnée de cette ampleur montre que le gouvernement a échoué à plusieurs niveaux, notamment parce que les agences de renseignement n'ont pas détecté sa préparation. On ne planifie pas une attaque généralisée dans plusieurs villes pendant un brunch du dimanche. Il faut au moins plusieurs semaines pour réunir tout le monde, obtenir le matériel et rassembler assez d'informations sur la cible pour savoir quand elle sera la plus vulnérable. Deuxièmement, c'est l'échec de l'armée et de la sécurité nationale à empêcher les insurgés d'établir les chaînes d'approvisionnement et les corridors de transport ayant permis ces attaques. Ces échecs étaient évidents depuis septembre 2025 lorsque Janim a instauré un blocus autour de la capitale, bloquant l'approvisionnement en carburant. Ce siège a failli mettre tout le pays à genoux, mais en janvier, il s'est apparemment desserré sans explication. Certains pensent que le gouvernement malien a payé Janim pour lever le blocus, tandis que d'autres estiment que Janim s'intéresse désormais à autre chose. Quelle qu'en soit la raison, nous savons maintenant qu'il s'agissait du calme avant la tempête. Un autre échec majeur du gouvernement a été de ne pas avoir empêché Janim d'enlever un citoyen émirati. En conséquence, les Émirats arabes unis ont payé une rançon, dont la rumeur dit qu'elle s'élevait à 50 millions de dollars, pour obtenir leur libération, une somme qui est allée directement dans le budget du NIEM. Cependant, aucun de ces échecs n'égale la rupture avec la France, l'expulsion des États-Unis du Mali et l'abandon des accords d'Alger de 2015 qui avaient mis fin à la guerre du Mali avec les Touaregs. En déchirant l'accord d'Alger, la junte a pratiquement garanti que les séparatistes touaregs reprendraient les armes contre le gouvernement, ce qui a conduit à la violence que nous avons vue ce week-end. Après avoir chassé les troupes occidentales, Bomarco s'est allié au groupe Wagner, puis à l'Africa Corps. Ils l'ont présenté au peuple malien comme un nouveau départ souverain, un rejet de l'ancien ordre colonial incarné par la France et une réaffirmation de la souveraineté sur ceux qui avaient exploité le Mali pendant des décennies. Et ils ont trouvé un public réceptif, car malgré tous les succès des puissances occidentales dans la lutte contre les djihadistes, il y avait toujours une tension sous-jacente enracinée dans cette histoire coloniale. Le gouvernement a assuré que la Russie sécuriserait le Mali, mais selon des analystes, cela a créé un vide sécuritaire dans le nord, que Janim a vite comblé.
Liam Kerr, chef de l'équipe Afrique pour Critical Threats, a publié sur X que Jenim a profité de ce vide pour devenir le principal partenaire et acteur incontournable des communautés du Nord, une région où le gouvernement malien a historiquement eu peu de présence. Ces communautés subissaient aussi une violence accrue de la province de l'État islamique au Sahel, et Jenim s'est imposé comme source de protection et de gouvernance là où l'État était absent. La présence russe, au lieu de stabiliser le pays, a rendu la situation bien pire. Selon des recherches du Centre africain d'études stratégiques, les forces de sécurité maliennes et leurs partenaires russes étaient liés à 77% de tous les décès de civils résultant d'attaques ciblées au Mali au cours des 2 années précédant ce week-end. Bien plus que les djihadistes qu'ils étaient censés arrêter. En décembre 2025, l'Associated Press a eu un accès rare à la frontière mauritanienne où des milliers de Maliens s'étaient réfugiés, recueillant des témoignages de tueries, violences sexuelles et exécutions sommaires commises par les combattants du Corps d'Afrique. Un chef de village a déclaré aux journalistes de l'AP, je le cite, « Les soldats ne parlent à personne. Quiconque ils voient, ils tirent. Pas de questions, pas d'avertissement. » D'après le centre Solfin, si les troupes russes ont sécurisé la position du régime contre l'insurrection, leurs actions ont surtout aggravé l'instabilité et poussé les populations locales dans les bras des groupes djihadistes. Les communautés qui ont été victimes des Russes avaient un peu de raison de soutenir le gouvernement, et Jenim l'avait bien compris. L'engagement militaire russe a également commencé à faiblir exactement au mauvais moment. La guerre en Ukraine a éprouvé la Russie, qui aurait rappelé des combattants du Corps d'Afrique sur le front ukrainien, diminuant leur présence au Mali. Ainsi, dans certains lieux, les Russes, en nette infériorité numérique, ont négocié un retrait et cédé plusieurs positions aux insurgés contre un passage sûr. Quoi que la junte ait pu dire à son peuple au sujet du partenariat russe, cela ne ressemblait en rien à une garantie de sécurité crédible. La junte a surtout réussi à s'aliéner presque tous ses voisins et les institutions régionales dont elle avait besoin. Le Mali avec le Burkina Faso et le Niger, 2 autres pays récemment frappés par des coups d'État, s'est officiellement retiré de l'ICOS pour former leur propre alliance des États du Sahel. Les relations avec l'Algérie se sont effondrées en raison du différend sur l'accord d'Alger. Et quelques jours seulement avant les attaques, le Mali et le Niger accusaient publiquement les États voisins de soutenir le terrorisme, rendant toute perspective de solidarité régionale encore plus lointaine. Samedi, les insurgés ont averti le Burkina Faso et le Niger de ne pas intervenir. Et étant donné qu'ils ont eux-mêmes une multitude de problèmes, ils ont obtempéré. La CEDEAO, pour sa part, a condamné les attaques dans un communiqué. Mais comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises à travers d'innombrables conflits, personne ne se soucie vraiment de ce qu'un gouvernement écrit dans un communiqué ferme s'il n'y a pas de troupes pour le soutenir. Et au moment où nous écrivons ces lignes, il n'y a eu aucun effort régional pour aider le Mali. Voici notre dernière question. Que va-t-il se passer ensuite ? Actuellement, nous ne savons pas. Comme dit précédemment, la situation est très instable et évolue même pendant l'enregistrement. Il serait prématuré de faire des déclarations générales affirmant que le gouvernement est sur le point de tomber ou que nous assistons à la montée d'un califat en Afrique de l'Ouest. Nous manquerions à notre devoir si nous ne considérions pas ces scénarios comme des possibilités distinctes. Le fait que les insurgés aient réussi à tuer le ministre de la Défense du pays et à forcer les forces russes à battre en retraite montre non seulement la force de ces groupes, mais aussi leur détermination à remettre en cause l'emprise du gouvernement sur le pouvoir. Mais le gouvernement continue de riposter. Il est encore concevable que de l'aide arrive, très probablement de la part des autres membres de l'AES. Si cela se produit, Bamako pourra repousser les insurgés suffisamment longtemps pour consolider son propre pouvoir. Et puisque nous envisageons des hypothèses, nous pourrions tout aussi bien discuter du pire scénario possible. Dans le pire des cas pour la junte malienne, l'ISL pourrait s'allier avec les autres insurgés, malgré le fait que Jenim et l'ISL se détesteront profondément, formant ainsi une coalition encore plus grande et un casse-tête encore plus important pour le gouvernement. La guerre a déjà créé d'étranges alliances par le passé, et ce ne serait pas la première fois que 2 groupes qui se détestent collaborent à cause d'un ennemi commun. Quelle que soit l'issue, ce sont les civils maliens innocents pris entre 2 feux qui devront faire face aux conséquences des violences de ce week-end. Nous espérons pour leur bien que la violence prenne fin et que ceux qui seront à la tête du Mali quand les armes se tairont donneront la priorité à leur sécurité. Merci de nous avoir regardés.